Bonjour à tous, c'est Walid Diploma Sport. Aujourd'hui, nous allons traiter dans la continuité du droit du sport, après avoir vu dans les acteurs du sport les associations sportives, eh bien, nous allons traiter cette fois-ci les sociétés sportives. Alors, quand on parle de société, ça renvoie pour ceux qui préparent l'examen agent sportif français, peu importe la discipline que vous préparez. Eh bien, les sociétés sportives renvoient aussi, en fait, finalement, au statut des différentes sociétés françaises. Mais à côté des sociétés classiques, commerciales classiques, il y a les sociétés sportives. Il faut savoir que dans le cadre du point 2, c'est-à-dire les sociétés sportives, le Code du sport, dans son article L122-1, impose la transformation en société sportive, bien sûr, à toutes les associations affiliées à une fédération sportive selon plusieurs conditions. Et d'ailleurs, il y en a deux. La première, c'est tout d'abord les associations sportives qui habituellement participent à l'organisation de manifestations sportives payantes qui leur procurent finalement des recettes d'un montant supérieur à 1 200 000 euros. Ou, et c'est la deuxième condition, qui emploie des sportifs via des contrats sportifs dont le montant total des rémunérations excède la somme de 800 000 euros. Voici les deux conditions. Maintenant, toute association sportive qui répond à l'un au moins de ces critères constitue une société sportive dans un délai d'1 an à compter de la date à laquelle elle a satisfait à cette condition. On parle de l'une des deux conditions qu'on a évoquées précédemment. Toute association sportive qui ne se conforme pas à ces dispositions, bien sûr, est exclue des compétitions organisées par les fédérations sportives. Je vous rappelle que nous avons vu les fédérations sportives d'ailleurs auparavant et qu'il y avait des fédérations sportives délégataires, et celles qui étaient délégataires étaient titulaires d'un agrément. D'accord ? Alors, maintenant, quelle est la forme de la société sportive ? La société sportive peut prendre la forme soit d'une société à responsabilité limitée qui ne comprend qu'un associé, c'est le cas notamment de la EUSRL, c'est-à-dire l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, un petit peu qui est le corollaire de la EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, sauf qu'ici elle est sportive. C'est aussi le cas d'une société anonyme à objet sportif, la SAOS, donc qui prend aussi les caractéristiques de la société anonyme, soit une société anonyme sportive professionnelle, la SASP, ou encore une société à responsabilité limitée, et là on rentre dans les sociétés normales. C'est-à-dire les sociétés commerciales dont avant on ne pouvait pas recourir aux sociétés commerciales. Donc en continuant, on peut maintenant, quand on parle des sociétés commerciales, on peut très bien créer une société sportive avec une SARL, avec une SA, avec une SAS, société par action simplifiée, ou avec une SCIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Alors, l'article R 122-1 du Code du sport prévoit que pour déterminer si ces montants, c'est les montants qui sont indiqués précédemment, sont atteints, il faut prendre en compte les moyennes des recettes et des rémunérations versées au cours des 3 dernières années, ou plutôt sur le plan comptable, des 3 derniers exercices. Si l'un des seuils est dépassé, et bien dans ce cas-là, la structure dispose d'un délai de 1 an pour constituer une société sportive, ce qu'on a indiqué précédemment. À défaut, l'association sera exclue des compétitions organisées par les fédérations sportives. Alors, il faut comprendre maintenant qu'il y a d'une part historiquement les sociétés qui étaient purement sportives et qui étaient créées par le droit du sport pour les sociétés sportives, et puis depuis maintenant, si je ne me trompe pas, peut-être depuis 2015, eh bien, on a la possibilité de créer des sociétés sportives, mais avec la forme juridique classique, d'accord ?
Maintenant, parlons un petit peu, si on veut, de la société anonyme à objet sportif. Euh, Celle-ci est régie par le Code du commerce. Je rappelle que la société anonyme à objet sportif, c'est une SA qui est soumise à des dispositions dérogatoires par rapport aux sociétés de droit commun. Quand on parle de société de droit commun, c'est la SARL, SAS, etc., que vous connaissez déjà, vous, en tant que, en tant qu'homme de business et futurs hommes de business. D'accord? Cependant, il faut au préalable qu'une association sportive ait été créée. Ce qui est logique, puisqu'il s'agit d'abord, il faut rappeler que le sport en général est un secteur du droit associatif. Et donc aujourd'hui, les clubs de football avant, je prends l'exemple de l'AS Saint-Étienne, ce sont des associations. Et donc pour pouvoir créer une SAOS, il faut la préexistence d'une association sportive. D'accord? Un contrôle de l'association est possible sur la gestion des activités de la SAOS. En gros, l'association sportive, qui est la maison mère finalement de la société commerciale, eh bien, a le contrôle de la gestion des activités de la SAOS. L'association exerce également un contrôle administratif sur toutes les cessions de parts de la société, ce qui est normal. L'association, bien sûr, doit déterminer au minimum un tiers du capital, c'est-à-dire que l'association doit être propriétaire d'au moins un tiers du capital de la nouvelle société sportive qui a été créée en réponse aux exigences et aux critères qu'on a précités précédemment. Donc au minimum un tiers. C'est ce qu'on appelle une minorité de blocage. Créer une société anonyme à objet sportif suppose d'adopter des statuts particuliers. D'accord? Et ces statuts sont déterminés par l'article L122-3 du Code du sport. Il y a des réglementations bien spécifiques. Donc, quels sont ces critères et on va dire, ces statuts particuliers? Eh bien, les statuts de la société, la SAOS, doivent être conformes aux statuts types qui sont définis en Conseil d'État. Première chose, en ce qui concerne l'objet social. La gestion et organisation des activités sportives donne lieu à l'organisation de manifestations payantes et à versement de rémunération. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que le capital, en ce qui concerne le capital et les associés, le nombre des associés ne peut être inférieur à 7 et l'apport dans le capital doit être au minimum de 37 000 euros. Eh bien, ça fait référence un petit peu au Code du commerce et dans son article L224-2 du Code du commerce. Ça renvoie en fait aux caractéristiques de la société anonyme en général, d'accord? Mais cette fois-ci, c'est pour ça. En ce qui concerne la durée de la société, elle est fixée librement par les statuts, mais ne peut exister pour plus de 99 ans, d'accord? Concernant la dénomination sociale et le siège social, sont librement déterminés par les statuts, d'accord? Et bien sûr, il faut y avoir un conseil d'administration ou un directoire avec conseil de surveillance. Et ça, je donnerai la possibilité d'aller regarder dans le cours pour ceux qui sont bien sûr déjà chez Diploma Sport. Il y a maintenant la société anonyme à objet sportif, la SAOS. Elle est fondée sur l'esprit sportif et le bénévolat, d'accord? Ne permet pas la recherche du profit, comme l'ensemble des sociétés commerciales. Il lui est interdit de partager des bénéfices et de rémunérer ses dirigeants élus. C'est quand même très différent, d'accord? L'association exerce un contrôle administratif sur toutes les cessions de parts sociales de la société sportive. La SAOS ne permet pas la recherche, bien sûr, du profit. C'est une société qui est à caractère désintéressé. Elle suit en fait la logique de l'association. En ce qui concerne l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, la EUSRL, qui est d'ailleurs le corollaire de la EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, la EUSRL, l'associé unique est l'association qui a été créée au préalable, comme dans le cadre d'une SAOS. L'EUSRL ne peut distribuer de bénéfices. S'il en existe, ils doivent être affectés obligatoirement à la constitution de réserve. Le capital social requis pour la EUSRL est libre. En gros, vous pouvez créer une société EUSRL rapidement.
La Société Anonyme Sportive Professionnelle, la SASP, c'est un peu autre chose, d'accord? Comme dans le cadre de la constitution de la SAOP, les statuts de la SASP doivent être conformes aux statuts définis par le Conseil d'État. Donc on est un peu dans la même structuration. Maintenant, parlons d'un élément, après avoir vu un petit peu les différents statuts, et je vous renvoie bien sûr au cours. Ici, on essaie de faire une vision panoramique, finalement, du cours. Voyons maintenant ce qui concerne la convention de collaboration entre l'association et la société sportive. Oui, rappelez-vous que c'est parce qu'elle a dépassé un certain chiffre d'affaires ou parce qu'elle a des sportifs et une certaine masse salariale qui touche un niveau que l'association est obligée de créer une société commerciale pour gérer la partie professionnelle et business finalement de l'association sportive. Et donc, elles doivent avoir, entre l'association qui est la maison mère et la société commerciale qui a été créée, il doit y avoir une convention. C'est un contrat entre les deux pour gérer l'activité sportive de manière amateur, mais également de manière professionnelle. Donc on parlera ici de la convention de collaboration. Alors, la convention de collaboration entre l'association et la société sportive est un accord dans lequel une association sportive organise ses relations futures avec la société sportive qu'elle crée pour gérer le club sportif professionnel. D'accord? Une petite parenthèse, dans un club de football professionnel par exemple, le centre de formation a le statut d'association. Par contre, la gestion de l'équipe première a le statut de société car il s'agit ici du plan sportif professionnel. La rédaction de la convention doit répondre aux obligations et respecter les mentions obligatoires qui sont définies par l'article R 122-8 du Code du sport. Et je vous demanderai bien sûr d'aller regarder cet article-là. Le but ici, c'est de vous donner les pistes pour aller regarder et lire en profondeur, d'accord? Avoir une vision vraiment périphérique et panoramique des choses. Le Code du sport soumet la convention entre l'association sportive à un contrôle et la société sportive à un contrôle de légalité de l'administration. C'est l'administration qui est chargée de voir la légalité des choses, de comprendre et de gérer et de voir si les choses sont bien respectées, car je vous rappelle que les critères viennent du Conseil d'État. Et le Conseil d'État, pour votre gouverne, fait partie en fait du droit administratif. L'association et la société sont obligées d'adresser la convention à la préfecture du département. D'accord? Cette convention, d'ailleurs, je vous rappelle que c'est une obligation qui est vraiment très importante parce que cette obligation subsiste également dans le cadre du renouvellement de la convention sous peine de nullité. Parce que cette convention n'est pas ad vitam aeternam, elle doit être renouvelée. D'accord? Le manquement de l'obligation de dépôt à la préfecture constitue une méconnaissance des règles édictées par le Code du sport. Le préfet, après avoir été consulté par la fédération délégataire, rend un avis motivé sur la légalité de la convention conclue entre l'association sportive et l'association sportive. Si la fédération lui le demande, par exemple, d'accord, le préfet peut également contrôler l'équilibre financier entre la société et l'association. Si au terme de 2 mois, le préfet n'a pas fait connaître son rejet de la convention, elle est réputée avoir été approuvée et prend effet entre l'association sportive et l'association, entre la société sportive et l'association. C'est donc à partir de l'avis favorable de la préfecture que le contrat est validé. D'accord? Alors, je vous demanderai d'aller regarder bien sûr cette partie qui est importante. Je rappelle aussi qu'il y a une partie qui est essentielle, c'est ce qui concerne les subventions. S'agissant du financement des missions d'intérêt général, les associations ou sociétés sportives peuvent bénéficier de subventions publiques. C'est un mécanisme qui est prévu par le Code du sport dans son article L113-2 du Code du sport. Il y a 3 types d'actions qui sont possibles, qui sont concernées par cet article L113-2 du Code du sport. C'est d'abord la formation, le perfectionnement
et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés, qui sont d'ailleurs prévus par l'article L211-1 du Code du sport, mais c'est également la participation de l'association ou de la société ou des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale, et ensuite la mise en œuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité publique d'éducation et prévention de la violence dans les enceintes sportives. Le Code du sport encadre rigoureusement le versement de ces subventions. D'accord ? L'article, je crois bien, c'est l'article R 133-1, dispose que le montant maximum des subventions versées par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements ne peut excéder 2,3 millions d'euros par saison sportive. Je rappelle également que l'article 113-3 du Code du sport indique que le montant versé par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution des contrats de prestation de services ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général, eh bien, ne peut excéder un montant fixé à 30% du total des produits du compte de résultat de l'année précédente, dans la limite de 1,6 million d'euros par saison sportive. D'accord ? Je vous demanderai, bien sûr, pour ceux qui sont déjà en cours, d'aller regarder aussi l'interdiction de contrôler plusieurs sociétés dans une même discipline sportive. En gros, vous ne pouvez pas contrôler le PSG et l'Olympique Lyonnais, par exemple, ce qui est normal. Ça, c'est prévu par l'article L122-7 du Code du sport. Voilà, donc c'est quand même important de le rappeler. En même temps, c'est normal, c'est pour éviter en fait des conflits d'intérêts. Il y a aussi une distinction, c'est que dans le sport féminin, cette interdiction est levée. Elle est applicable dans le sport masculin uniquement, mais pas dans le sport féminin. Dans le sport féminin, on peut effectivement avoir deux activités de la même discipline. D'accord ? Voici ce qu'on pouvait dire sur les sociétés sportives. Merci à vous et à bientôt sur les sportifs, toujours dans le cadre des acteurs du sport.